Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Si j'ai choisi de vous raconter ce dossier, c'est que, vous le verrez comme moi, l'histoire qu'il raconte fait partie de celles qui n'ont aucune raison d'arriver. Aucune raison si chacun des acteurs de ce drame avait fait simplement ce qu'il convenait de faire. Il y a de tout dans ces quelques pages. La stupidité et le conformisme, l'incompréhension, la lâcheté, le crime et l'horreur. Il y a le tout sur quelques photos. Des visages indifférents, des airs fautifs de bonne aloi, des brutes, des victimes, et surtout un document gênant. Il serait difficile de vous le décrire, difficile de rendre ce qu'il représente. C'est le symbole du sordide. Et l'on voudrait croire que cela n'existe pas, que cela n'existe plus nulle part. On voudrait croire que cette photo est un document du Moyen-Âge, si c'était possible. Une de ces images qui représentaient, dans les livres d'histoire, les tortures de l'Inquisition. Mais cette photo n'a que 25 ans. Oui, 25 ans à peine, et notre dossier d'aujourd'hui est un dossier français du XXe siècle. Alors même si sa conclusion est exceptionnelle, et justement parce qu'elle l'est, je dois vous raconter le dossier de Julia, parce qu'il y a des choses bêtes, tragiquement bêtes, qui se terminent affreusement mal, et qu'il vaut mieux le savoir. La nuit de décembre en cet endroit de France est glaciale, moins 25 degrés. La petite ville engourdie par ce froid sibérien a fermé tôt les boutiques et les volets. Seule dans son appartement, Julia tourne en rond. Son mari vient de claquer la porte. Il a dit « Cette fois-ci, je ne reviendrai plus. Tu as dépassé les bornes. J'en ai marre de toi et de tes scènes. Si tu veux mourir alcoolique, ça te regarde, moi je m'en vais. » Julia sait bien qu'elle a dépassé les bornes. Et les voisins le savent aussi, beaucoup mieux qu'elle d'ailleurs. Que s'est-il passé hier? Elle a bu? Elle est sortie pour boire? Depuis longtemps, son mari a vidé les placards de tout ce qui peut se boire. Depuis longtemps, il a prévenu l'épicier, le café du coin, le marchand de vin, interdisant que l'on vende ou que l'on serve de l'alcool à sa femme. 3 fois, ils ont changé d'appartement et de quartier. À chaque fois, Julia avait promis. Je ne boirai plus, je te le jure. Cette fois-ci, elle avait presque tenu parole. 3 mois sans boire, pour pouvoir récupérer sa fille, que la famille avait jugé bon d'éloigner. 3 mois de lutte contre elle-même. 3 mois de lucidité et de honte. 3 mois passés dans une sorte de vide désespéré à se répéter « Je suis une loque. J'ai tout gâché. Je vais tout perdre. Ma fille, mon mari. » 3 mois d'angoisse du matin au soir, avec des crises terribles. Un verre de quelque chose, n'importe quoi, un seul, pour me donner du courage. Le courage de quoi? Julia a 37 ans. Ne sait pas quelle sorte de courage il faut qu'elle ait. Le courage de supporter une vie médiocre. À 20 ans, elle ne se posait pas la question. Elle était serveuse dans un petit bistrot de la Côte d'Azur. Les gens étaient gais, il y avait du soleil, elle était jolie. Trop jolie pour être serveuse. 2 plaisanteries en petits apéritifs, un beau matin, elle s'était retrouvée avec un paquet de langes dans les bras qu'il avait fallu déclarer toute seule à la mairie. Et la course folle avait commencé. Une nourrice, une voisine complaisante pour garder l'enfant de 11h du matin à minuit. À minuit, le service du restaurant terminé, Julia dans sa chambre, qui fait sa lessive, son ménage. Une courte nuit. Et de 8h à 11h du matin, le bébé. 2 heures quotidiennes, courtes et déconcertantes, avec cette petite chose gigotante. À peine le temps de comprendre pourquoi ça pleure,
d'enfourner un biberon toujours trop chaud ou trop tiède sous l'œil ironique de la voisine, à peine le temps de s'attendrir ou de s'affoler. C'est déjà fini. Pendant des mois, tous les matins, Julia a regardé partir son bébé à l'étage du dessous, moyennant finance, presque la moitié de son salaire. L'autre moitié pour le loyer, des dimanches entiers de lessive. C'était ça, la vie de Julia. À cette époque, un petit verre de temps en temps, avec les clients sympathiques, lui redonnait du courage. Oh, il n'y avait pas de mal à ça. On ne devient pas alcoolique pour si peu. D'ailleurs, on n'est pas ivre, on est gai. Pendant ce temps, le bébé se met à marcher. Bientôt, il ira à l'école. La vie sera plus facile. Julia tourne en rond dans l'appartement désert ce 29 décembre. Elle est loin de la Côte d'Azur et de ses 20 ans. Il y a 3 pièces ici, c'est grand, c'est vide. Vide la chambre de l'enfant, vide celle du mari. Il fait froid dans le nord, plus froid encore parce que Noël est passé, que l'année se termine et qu'une fois encore Julia a tout gâché. Le jour où elle a rencontré Jean, il lui avait dit 40 ans, solide, travailleur, sérieux jusqu'à l'ennui. Il voyait la vie comme une maison bien rangée avec de l'ordre partout et des principes. Le premier principe, c'était le mariage. Un homme comme lui, rencontrant une femme comme elle, devait se sentir démangé par l'envie de remettre les choses en place. À Julia, il fallait un mari. À sa fille, il fallait un père. Julia ne devait plus travailler dans un bar. Elle ne devait plus boire et danser avec n'importe qui. Lui, Jean, allait arranger tout cela. Il était bon, courageux, raisonnable, avec l'auréole du sauveteur ou celle du redresseur de tort. Et la guerre lente avait commencé. Je te sauve, tu me dois tout. Tu es belle, mais je suis généreux. Tu es inconséquente, mais je pense à tout. Il avait toujours raison, d'ailleurs, il disait « Ma femme ne supporte pas l'alcool, je la surveille, un verre de trop, et elle fait n'importe quoi. » Puis, comme cela ne suffisait pas, il s'était mis à surveiller les comptes, à faire lui-même le marché, à interdire le vin et les apéritifs. Pour qu'elle ne soit pas tentée, on ne sortait pas, on ne recevait pas. Et Julia avait beau dire « Mais je suis assez grande pour savoir ce que je veux !» Il ne cédait pas. Au point que certains soirs, l'envie de boire n'importe quoi devenait une véritable obsession pour elle. Il ne lui resta plus bientôt que le mensonge. 10 minutes pour faire une course, le temps de 2 verres d'alcool à la brasserie voisine. Et puis, on cache les bouteilles pour boire tranquille à la maison dès que le mari a le dos tourné. Chaque fois qu'il s'en apercevait, Jean, de sermonneur, devenait coléreux, méchant. « Mais pourquoi bois-tu ? Tu n'es pas heureuse ici avec moi ? Tout ça, ça ne te suffit pas ?» Un alcoolique n'a jamais su répondre à une question pareille. Rien n'est plus horrible qu'une femme saoule. Tu me fais honte. Tu fais honte à ta fille. Tout le monde se moque de toi. Mais plus on méprise un alcoolique et plus il boit. Malgré toute sa bonne volonté, Jean n'employait pas la bonne thérapeutique. Rien n'est plus difficile que de vouloir sauver quelqu'un qui veut se noyer. De petit scandale en petit scandale, Julia était devenue la honte de la famille et Jean, son mari, une victime. Une victime à qui il ne restait plus, du moins le croyait-il, qu'un seul moyen de lutter. Le chantage. Si tu ne changes pas, je te quitte. Et, comme cela ne suffisait pas, ta fille partira avec moi. C'était il y a 3 mois, au bout de 10 ans de lutte sourde, épuisante, inefficace. C'était le point de non-retour. Après une scène plus violente que les autres, Julia avait arraché des mains de son mari un flacon d'eau-de-vie qu'il avait découvert dans la salle de bain. Elle s'était mise à boire furieusement, insultant la terre entière, cassant tout, terrorisant l'enfant, au nez et à la barbe des voisins. Ce soir-là, tout le quartier avait décidé que Julia était folle. Une folle hystérique et dangereuse. Julia aussi avait eu peur le lendemain. Peur parce qu'elle ne se souvenait de rien, parce que la chambre de sa fille était vide et qu'elle se sentait vraiment malade. Malade d'où, de quoi? Elle n'en savait rien.
Mais cette grande peur avait duré 3 mois de sobriété totale. Acharnée. Désespérée. Véritable droguée, privée trop brutalement de sa drogue, elle avait tenu bon toute seule ou presque, à grands coups d'aspirine, de tabac, de somnifères, de crises de larmes. Elle avait tenu bon jusqu'à Noël. À Noël, tout le quartier avait pu dire « Oh, c'était sûr qu'elle ne tiendrait pas le coup. Ces gens-là recommencent toujours. Son mari devrait la faire enfermer, elle est folle. Elle s'est promenée dans la rue en chemise de nuit complètement ivre. Elle hurlait tellement qu'on a failli appeler la police. » Et le lendemain matin, au réveil, Julia s'est fait peur en se regardant dans la glace. 50 ans. Elle avait l'air d'avoir 50 ans. Les yeux fripés, le teint grisâtre, les cheveux ternes et emmêlés. Une vraie loque. Elle avait cru pouvoir tout rattraper en faisant le ménage avec toute l'énergie du désespoir et en allant chez le coiffeur. Le soir, elle avait retrouvé la maison presque vide, plus de meubles, plus de vaisselle, rien qu'un lit, une table, 2 chaises. Dans la penderie, ses affaires à elle, et un grand désert de porte-manteaux vides. Vide la chambre de l'enfant, vide le salon, la salle à manger, vide, 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 aussi vide que la ville entière, ce lendemain de fête. Personne ne sait vraiment ce que fait Julia entre le 25 décembre et le 30 décembre 1953. L'enquête extraordinaire ne commencera qu'au premier jour de l'année suivante, dans l'horreur totale. Et là encore, on s'occupera surtout de l'horreur, et beaucoup moins de Julia elle-même. Vous le verrez. Tout ce qu'on sait tient en peu de choses. Elle n'est pas sortie de chez elle, donc elle n'a ni mangé ni bu pendant 5 jours. C'est le 30 décembre qu'elle réapparaît. Apparemment normale, elle fait de l'autostop pour aller en ville. L'horreur est déjà là, qui guette. L'horreur imprévisible. Peut-être pas. Julia, 37 ans, alcoolique désespérée, entre seule, dans un scandale qui ne la concerne même plus, qui va la dépasser totalement, même si elle doit en mourir. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le 30 décembre, près d'une petite ville du nord de la France, il y a 25 ans de cela, une femme fait de l'autostop. Il fait extrêmement froid. Un chauffeur de camion s'arrête et accepte d'emmener la femme au cœur de la ville. Elle ne parle pas ou presque pas pendant le trajet. Elle n'a l'air ni préoccupée, ni malade, ni surexcitée. Il faudrait la connaître intimement pour estimer ce calme anormal. Le chauffeur du camion, quant à lui, n'a aucune raison de se douter qu'il transporte une passagère en pleine crise de dépression nerveuse. Julia remercie le camionneur et descend sur la place principale. Quelque temps plus tard, elle entre dans un café et demande un verre d'alcool blanc. Elle le boit debout au bar, assez rapidement, puis en commande un second. Oh, cela étonne à peine et le patron du bar se contente de penser qu'il fait bien froid et que ça réchauffe. C'est en servant Julia pour la 3e fois qu'il la remarque vraiment. D'autant plus qu'elle a réclamé une double ration. On remarque forcément une femme qui boit sec, seule, à un bar, qui ne parle à personne et a l'air de n'attendre personne. Julia reste là une bonne heure. Avant son départ, elle commandera encore une consommation, mais un bouillon de viande cette fois, qu'elle touchera à peine. Elle paye et sort. Beaucoup plus tard dans l'après-midi, un autre café l'accueille. Peut-être en a-t-elle visité d'autres entre-temps, c'est même certain, mais aucun témoignage ne le confirmera. Il est environ 17 heures, Julia s'assoit à une table et demande très fort une limonade. On la sert, elle boit, et tout à coup, c'est la crise. Pour les clients du bar, c'est une véritable furie qui se déchaîne. Julia se met à crier des mots sans suite et à gesticuler sur sa chaise.
Elle entame un monologue incompréhensible, s'en prend à tout le monde, et hurle quand le patron du bar essaie de la calmer. Les clients s'en mêlent. 2 d'entre eux l'obligent à s'asseoir. Elle résiste, se bat, renverse tout. On la met dehors. Elle revient comme une folle, se cognant dans les glaces, ameutant les passants. À bout de ressources, le propriétaire du café appelle police secours. Quelques minutes plus tard, dûment cadré, hurlant de plus belle, Julia est bousculée à l'intérieur d'une ambulance qui fonce à l'hôpital le plus proche, et 3 policiers la traînent de force à l'entrée des urgences. L'hôpital est silencieux, Julia est la seule urgence de cette journée du 30 décembre. 2 infirmiers la maîtrisent avec difficulté. Les formalités d'admission sont vite remplies par les policiers. C'est une folle. Elle a dû s'échapper d'un hôpital psychiatrique. Elle faisait du scandale dans un bar. Le patron nous a demandé d'intervenir. Voilà son sac et ses papiers. Attention, elle est dangereuse. On peut penser effectivement que Julia est dangereuse. Elle s'est tellement débattue que ses vêtements sont en loques. Elle a perdu ses chaussures, son visage est griffé. Et il est impossible de lui passer la fameuse camisole de force. Chaque fois que les infirmiers la croient calmée, elle leur échappe en hurlant. Oh, ils ont l'habitude. Elle a beau pleurer, supplier, dire qu'elle n'est pas folle, qu'elle veut partir, on réussit à la traîner comme un sac par les jambes et les bras jusqu'à la section des agités. Et là, tout va très vite. C'est une cellule entièrement vide aux murs lisses et sales. Une seule porte de bois avec un judas protégé par un grillage. Dans le coin, une sorte de bas-flanc sur lequel est posé un matelas douteux. Fixés par des anneaux, 2 sur le mur, 2 autres sur le bas-côté du lit, des sangles de cuir rembourrées. On force Julia à s'allonger sur le matelas. Ils sont 4 infirmiers à la maintenir, bras et jambes tendus. Un 5e ajuste les sangles. 1 à chaque poignet, 1 à chaque cheville. Une fois solidement attachée, la jeune femme ne hurlera plus longtemps, elle se fatiguera. L'infirmière chef, venue inspecter la malade, ne pousse pas plus loin les soins. On ne ferme pas la porte à clé. Inutile, puisque Julia est attachée seule dans la cellule. Cela facilitera la surveillance de nuit. 2 heures plus tard, la jeune femme semble calmée. Elle gémit à peine. Et l'infirmière chef conclut: probablement une ivrognesse. On la fera examiner demain quand elle aura fini de cuver son vin. Inutile de prévenir le médecin. Et personne ne s'occupe plus de Julia enchaînée sur son lit, si l'on peut appeler ça un lit. Le lendemain, à 5 heures, 31 décembre, une surveillante fait sa ronde dans le pavillon des agités. Par le judas, elle aperçoit Julia immobile sur son lit. La surveillante pousse la porte, se penche sur le corps ligoté. Julia ne bouge pas. Son visage est curieusement crispé. Elle est morte. Maintenant, on peut la détacher. Réparer le désordre de ses vêtements, laver ses écorchures et prévenir l'infirmière chef, dont le diagnostic est rapide. Congestion pulmonaire, certainement, c'est l'alcool et le froid. Le médecin-chef, enfin prévenu, n'est pas de cet avis. Et il refuse tout net le permis d'inhumer en réclamant une autopsie. Pourquoi une autopsie? Julia est morte dans un hôpital. Elle y a été amenée vivante par la police. Elle n'était pas malade. Qu'en pense la police? Eh bien, la police pense que Julia était ivre ou folle. Le propriétaire du café où elle faisait du scandale le pense aussi. Pourtant, elle n'a bu qu'une limonade chez lui. Par contre, elle a bu ailleurs. L'analyse sanguine ne révèle que 0,22 g d'alcool. C'est insuffisant pour conclure à une ivresse mortelle. Quant à la démence pure et simple, une rapide enquête confirme qu'elle est impossible. Revenu trop tard, le mari effondré raconte. D'après lui, c'est une dépression nerveuse provoquée par leur rupture et par le manque d'alcool. Meurt-on d'une dépression nerveuse? Rarement.
D'autre part, Julia n'utilisait aucun médicament, n'était suivie par aucun médecin, c'est bien dommage. Et de l'avis de son entourage, jouissait d'une santé singulière, son goût pour l'alcool mis à part. Alors pourquoi une autopsie, demande le parquet? Parce que le médecin-chef a remarqué des traces de griffures sur la gorge de Julia. Bien que les infirmiers affirment que la jeune femme, en se débattant, a très bien pu se griffer elle-même, l'autopsie est faite. Première chose étrange, elle révèle une fracture du crâne. Et là encore, on pourrait admettre à la rigueur que la jeune femme a subi un choc grave au moment de son admission à l'hôpital. Mais pour mourir d'une fracture du crâne, il faut qu'il y ait eu hémorragie, en général dans le quart d'heure qui suit le choc. Or, l'infirmière-chef affirme que 2 heures après son admission, Julia ne saignait pas. Donc, c'est à l'intérieur de sa cellule qu'elle aurait subi un choc. Et disons franchement, ainsi que le pense la police, c'est attaché sur un matelas, à moitié inconsciente, que Julia a été assommée. Cette hypothèse à peine formulée à voix basse par les enquêteurs fait murmurer la ville. Et les murmures s'amplifient au point de devenir scandale. La foule anonyme accuse. Les choses que l'on taisait jusqu'alors, les négligences, graves parfois, reviennent à la surface. Seulement, de l'avis des médecins et des policiers, Julia n'est pas morte des suites d'une négligence ou même d'une fracture du crâne. Elle a certainement été étranglée doucement. C'est un crime. Un crime d'autant plus sordide et affreux que cette femme était incapable de se défendre. On l'a enfermée chez les agités, attachée, sans se préoccuper de savoir si elle était folle ou non, sans faire venir de médecin pour l'examiner. Elle en est morte. Et si quelqu'un l'a tuée, tout le monde finalement en est responsable. C'est dans une atmosphère de méfiance que pendant 1 semaine, les 5 policiers chargés de l'enquête vont s'installer à demeure dans l'hôpital. Ils se mêlent au personnel, aux malades. Ce n'est pas une enquête habituelle. Chacun sait que l'assassin est là, au milieu de tous. Tout le monde s'épie, on se croise avec gêne. Quant à l'assassin, quel qu'il soit, il ne peut plus s'échapper. Sa fuite le désignerait. Car le crime est sans mobile apparent. On sait simplement qu'il est l'œuvre d'un obsédé sexuel, mais n'importe qui a pu pénétrer dans la cellule dont la porte n'était pas fermée. C'est une malade interrogée par le commissaire Lacombe qui va donner la première indication. J'ai vu un infirmier qui regardait par le Judas vers 10 heures du soir. L'infirmier ne nie pas avoir regardé par le Judas. Il passait par là et on a profité pour jeter un coup d'œil et vérifier si tout était normal. Cet homme est marié, jeune, l'air détaché. Il n'a pas l'air d'un assassin, et encore moins d'un obsédé. Pourtant, la malade insiste et renforce son témoignage d'un détail important. Quelques minutes après que je l'ai vu regarder par le Judas, la lumière du couloir s'est éteinte. D'habitude, elle reste allumée toute la nuit. Pour être sûr de ce détail, on interroge l'infirmière de nuit chargée de faire des rondes toutes les 2 heures. Malheureusement, l'infirmière de nuit n'a pas fait de ronde. Personne n'a surveillé personne depuis l'admission de Julia. C'est donc sans conviction que le commissaire entreprend l'interrogatoire de l'infirmier. Et, vous l'avez deviné, il a tort. Car 2 heures après, alors que rien de formel n'accuse cet homme à part un témoignage fragile, il avoue. Cet homme de 30 ans, jeune marié, avoue. Julia était belle, même attachée sur un lit de fou. Il n'a pas résisté, et il l'a étranglée pour qu'elle ne crie pas. Et comme elle se débattait, il l'a assommée. C'est l'horreur. La cour d'assises, 1 an plus tard, aura du mal à faire la part des responsabilités administratives. Quant à l'accusé, il sauvera sa tête défendue par Maître Henri Torres, dont un journaliste reconnaîtra le talent en regrettant qu'il soit mis au service d'une cause semblable. Mais le talent d'un avocat ne suffit pas toujours, et le journaliste reconnaît aussi que le témoignage de l'épouse de l'accusé fut d'un grand poids dans la balance. Cette femme eut le courage de dire, même si c'était faux,
Nous avions 2 tempéraments différents, et je lui ai souvent refusé ce qu'un mari est en droit d'attendre. Le mari de Julia, lui, n'avait rien à dire. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.